Tout commence à Londres un an plus tôt. Nous sommes en juillet 1943. En plein centre-ville, un bunker ultra secret. C'est ici, à l'abri de tout risque de bombardement, dans les sous-sols de la capitale britannique, qu'a passé le plus clair de son temps celui qui résiste à Hitler depuis maintenant 3 ans, le chef du gouvernement britannique. C'est depuis ce bunker que Churchill dirigeait réellement la guerre. C'est un abri ultra protégé, situé sous George Street, relié à ses bureaux du 10 Downing Street, donc d'un accès très facile pour le Premier ministre. Cet abri souterrain est donc devenu son principal lieu de résidence. Dans cette pièce, il réunit souvent son cabinet. Dans celle-ci, travaille son état-major militaire. Dans les moments les plus durs de la guerre, la vie a lieu en sous-sol pour toute une partie du gouvernement. Churchill dormait sur place, il travaillait sur place. Son bunker se trouvait vraiment au cœur de l'effort britannique de guerre. Et en ce début juillet 1943, Churchill le sait. La guerre est en train de prendre un tournant. Hitler contrôle toute l'Europe continentale, mais voilà, à l'Est, l'armée allemande s'enlise depuis des mois sur le front russe contre les troupes de Staline. Les pertes allemandes sont colossales, près de 2 millions d'hommes. Pour Churchill et son allié le président Franklin Roosevelt, c'est le moment de lancer une attaque majeure à l'Ouest et libérer l'Europe en réalisant le plus grand débarquement militaire de l'histoire humaine. Un débarquement est en train de se préparer. Ça ne fait plus aucun doute. Les seules questions importantes désormais, c'est où et quand il va avoir lieu. Débarquer, certes, mais où? Voilà la question qui obsède désormais Churchill et Roosevelt. Alors, leurs états-majors vont plancher sur plusieurs hypothèses. L'endroit le plus évident, c'est le Pas-de-Calais, moins de 25 km à parcourir en mer depuis les côtes anglaises. Tellement évident que c'est précisément là qu'Hitler a concentré ses meilleures troupes, notamment la 15e armée, qui dispose des chars les plus modernes de l'armée allemande. Pour les Alliés, ça risque d'être un carnage. Il faut donc chercher une autre solution. Plus au sud, il y a bien des ports, comme par exemple Dieppe. Dans l'absolu, des infrastructures portuaires permettraient de débarquer facilement des troupes et du matériel. Le problème, c'est que les Alliés ont déjà tenté le coup 2 ans plus tôt à Dieppe, et ça a été un fiasco. Près de 3000 morts. Les ports sont trop bien défendus. Alors il ne reste plus qu'une solution, ce sont les plages. Et les plus grandes sont en Normandie. Des dizaines de kilomètres de vastes étendues, les seuls à pouvoir accueillir une immense armée de 156 000 hommes. Sauf que le terrain est à découvert et sous le contrôle des canons allemands. Car à l'époque, voilà ce à quoi s'exposent les Alliés s'ils se lancent à l'assaut du littoral français. Une sorte de mur, le mur de l'Atlantique. Sur les 2000 km de nos côtes, Hitler a fait construire des centaines de bunkers qui abritent des canons puissants et ultra sophistiqués, derrière lesquels il y a des centaines de milliers de soldats allemands prêts à refouler toute tentative de débarquement. Les Anglais sont très nerveux à l'idée de monter une attaque à grande échelle. Ils veulent être sûrs que c'est le bon moment. Ils avaient peur, ils respectaient énormément l'adversaire allemand et ils craignaient d'être tout simplement repoussés et de devoir réembarquer. Alors, envisager d'attaquer frontalement, ce qui est à l'époque l'armée la plus puissante de la planète, est tout simplement suicidaire. Faire débarquer 170 000 hommes sur des plages découvertes et très bien défendues, c'est l'un des paris les plus extraordinaires de l'histoire. Le pari est donc énorme, mais en juillet 1943, les états-majors de Churchill et Roosevelt prennent la décision. Le débarquement aura lieu en Normandie.
C'est alors que pour minimiser le risque, pour être certain qu'il y aura le moins de troupes allemandes possible face aux Alliés lorsqu'ils débarqueront, Churchill va élaborer un plan machiavélique pour tromper rien moins qu'Adolf Hitler en personne. Il veut faire croire au Führer qu'un débarquement est bien en préparation, mais qu'il va avoir lieu ailleurs qu'en Normandie. Il est essentiel de prendre l'ennemi par surprise. Il faut le piéger. La manipulation stratégique fait partie de la personnalité britannique. C'est une manière bien à eux de regarder les choses. Observer une situation en prenant du recul et essayer de voir ce qu'on pourrait faire en sous-main, en coulisses. Comment la situation pourrait être retournée, manipulée dans un sens très précis. En novembre 1943, l'opération de manipulation est baptisée Fortitude. Dans son bunker, le Premier ministre en confie la mise en œuvre à une unité ultra secrète, la London Controlling Section. Voici l'unique photo qui existe de cette unité, dont l'existence n'a été révélée qu'en 1969. Le patron de la Controlling Section se nomme John Bevan. C'est un homme de confiance de Churchill. Son idée, c'est de persuader Hitler que le débarquement aura lieu dans le Pas-de-Calais et ainsi pousser les Allemands à y masser toutes leurs troupes. Pour que la manipulation fonctionne, les hommes de Bevan vont avoir une idée géniale, mais une idée totalement farfelue. Ils veulent créer une énorme armée fantôme, une armée totalement fictive. Et ils veulent faire croire qu'elle va attaquer le Pas-de-Calais. Et voilà ce qu'ils ont en tête pour créer une armée en toc. Fabriquer de faux avions, de faux camions, de faux canons, de faux chars, et les déployer de la façon la plus ostensible qui soit, juste en face du Pas-de-Calais, dans le sud de l'Angleterre, dans la région du Kent. Il faut dire que l'endroit est idéal pour se faire repérer par les Allemands. C'est une région de vastes campagnes totalement plates. Les avions espions ennemis pourront ainsi détecter facilement les pseudo-installations militaires. Cette armée fantôme, John Raymond en connaît tous les secrets. Cet historien est le seul à l'avoir étudié dans ses moindres détails. Voici un des lieux typiques où il était prévu que stationnent des unités de l'armée fantôme. Pas trop loin de la route, pour que les véhicules puissent accéder. Juste un joli petit champ du Kent. C'est parfait. C'est donc là que devra être positionnée la plus grande armée fantôme jamais imaginée. Il fallait recréer visuellement une armée de A à Z. Mais en fait, c'était un rideau de fumée. Mais la tâche est complexe. Nous sommes en novembre 1943. Or, le débarquement doit avoir lieu dans moins de 6 mois. Il faut donc trouver le moyen de fabriquer rapidement des leurres fiables et en très grande quantité. Pour y arriver, l'équipe de John Bevan va recourir à une technologie de pointe en plein essor. Pour la découvrir, il faut quitter l'Angleterre, direction New York. Tous les ans, pour les fêtes de fin d'année sur la 5e avenue, le grand magasin Macy's organise une spectaculaire parade avec d'immenses personnages pour amuser les enfants. Un spectacle qui rassemble des millions de New-Yorkais. Ce sont justement ces personnages qui ont frappé l'imagination de l'équipe de John Bevan. Ces géants sont fabriqués dans un matériau révolutionnaire qui s'appelle le caoutchouc, une matière légère et particulièrement résistante. C'est exactement ce que recherche l'équipe de Bevan pour son armée fantôme. Alors pour produire les leurs, l'industrie américaine est contactée
et le géant Goodyear est mis à contribution. En février 1944, la production commence. Et quelques semaines plus tard, les premiers éléments de la fausse armée sont livrés dans le Kent, en Angleterre, pour être maintenant gonflés par des équipes qui sont chargées de la mise en scène. Leur tâche consistait à créer l'illusion d'une armée de 40 divisions stationnées dans le Kent. C'est tout de même l'équivalent de 800 000 hommes. Le résultat est franchement bluffant. En quelques minutes seulement, les équipes du camouflage parviennent à gonfler un char américain. Il fait plus vrai que nature, avec tourelles, chenilles et canons. L'illusion est parfaite. Et les soldats les manipulent avec une facilité étonnante. Comme prévu, ils sont légers et incroyablement résistants. Par moments, les soldats devaient déplacer les leurs en pleine journée. Et on raconte qu'un jour, un fermier qui passait par là a vu 4 soldats qui portaient un tank Sherman. On ne sait pas ce qu'il a vraiment pensé, mais il a dû se dire « Mon Dieu, les rations militaires doivent être excellentes pour qu'ils puissent ainsi soulever un char. » Les équipes de camoufleurs ne négligent aucun détail. Ils vont jusqu'à rajouter derrière les colonnes de chars en caoutchouc de vraies traces de chenilles comme celle-ci. Mais l'équipe de Bevan a également commandé des centaines de fausses barges de débarquement qu'elle a disposées sur toutes les côtes du Kent et dans les rivières de la région. Le décor est désormais en place, celui d'une gigantesque armée qui s'apprête à traverser la Manche vers Calais. Une armée en toque qui porte même un nom, FUSAG, ce qui signifie First US Army Group. Mais pour qu'elle soit parfaitement crédible, il lui manque encore un élément clé, un chef. Alors le patron de Fortitude, John Bevan, va exiger qu'on nomme à la tête de cette armée fantôme un commandant, mais un vrai. Il va débaucher le plus connu. Le général américain Patton, celui que les Allemands redoutent le plus. Ils l'admirent. Pour eux, c'est un grand général. C'est un fonceur, c'est un excellent stratège, c'est un officier qu'ils aimeraient bien avoir dans leur armée. Casque lourd sur la tête, colte à crosse d'ivoire à la ceinture, Patton est le militaire le plus médiatique de l'armée américaine. Il s'est forgé une réputation de guerrier intrépide. C'est un bulldog. C'est un bulldog. Ces hommes qui les mènent vraiment à la baguette, quoi. Hein. C'est pas le genre de gars qui va les border le soir. C'est surtout un fonceur. Campagne d'Afrique du Nord, débarquement en Sicile. Depuis le début de la guerre, il enchaîne les succès coup de poing contre les Allemands. Mais surtout, Bevan va utiliser une des caractéristiques du personnage. Patton adore par-dessus tout les projecteurs et les caméras. Il ne passe jamais inaperçu. Alors, Bevan lui organise des tournées d'inspection dans le Kent pour crédibiliser l'existence de l'armée fantôme aux yeux des Allemands. Et Patton joue son rôle à merveille. Patton a été photographié dans le sud de l'Angleterre pour faire croire qu'il est à la tête d'une très grande armée basée dans le sud-est du pays et qu'il s'apprête à attaquer le Pas-de-Calais. Les Allemands ont parfaitement gobé l'information selon laquelle le FUSAG était commandé par Patton. Et à partir du moment où ils l'ont cru, ils s'attendaient à retrouver partout la preuve de cette information. Alors, quand ils ont vu ces photos, pour eux c'était logique, il arrive. Et la presse s'empare du personnage. Nous avons par exemple retrouvé un numéro du Daily Express, un grand quotidien anglais daté du 24 avril 1944. En page 4, un entrefilet annonce que Patton jouera un rôle dans l'ouverture d'un second front en Europe.
C'est le genre d'allusion que recherche Bevan, car il sait que les Allemands qui lisent la presse alliée vont en déduire qu'un général de son rang est forcément à la tête d'une grande armée. C'était l'image qu'il fallait envoyer aux Allemands en utilisant les journaux ou les canaux diplomatiques qui étaient de connivence avec les Allemands. Il fallait passer le message que Patton était bien ici. Des divisions blindées en caoutchouc, un général en chef charismatique, tout concourt à laisser penser aux Allemands que le débarquement aura bien lieu dans le Pas-de-Calais. Mais combien de temps vont-ils encore croire à cette supercherie? En ce mois d'avril 1944, John Bevan est de plus en plus hanté par cette question. Il faut dire que de l'autre côté de l'Angleterre, au sud-ouest du pays, la véritable armée alliée se prépare. Et Bevan n'a qu'une crainte, que les Allemands comprennent qu'elle vise les grandes plages de Normandie. Alors pour éviter un tel risque, il faut faire en sorte que les Allemands aient leur attention totalement focalisée sur la fausse armée et surtout que l'éventualité d'un débarquement dans le Pas-de-Calais devienne une obsession. Pour y parvenir, John Bevan pense avoir l'homme qu'il faut. Il s'agit d'un aventurier, un personnage totalement inconnu du grand public et qui pourtant a fortement contribué à changer le cours de l'histoire.